Contrairement au retrait annoncé, Moscou décide de maintenir ses 30 000 soldats au Bélarus. Charles Michel réagit et estime qu'on ne peut pas éternellement offrir à la Russie un rameau d'olivier. Elisabeth II testée positive au Covid-19. La souveraine britannique ne présenterait selon Buckingham que de légers symptômes. Après 15 jours de compétition, les Jeux Olympiques de Pékin se sont achevés ce dimanche. La Norvège a terminé en tête du tableau des médailles devant l'Allemagne et la Chine. Moscou et Minsk décident de poursuivre les exercices militaires en cours depuis le 10 février à la frontière nord de l'Ukraine. La Russie avait auparavant annoncé le retrait des quelques 30 000 soldats déployés chez son voisin bélarus, mais en raison des violences dans l'est de l'Ukraine, les deux alliés estiment nécessaire de prolonger leur manœuvre. Charles Michel, le président du Conseil européen, a réagi. Nous ne pouvons pas éternellement offrir un rameau d'olivier alors que la Russie procède à des essais de missiles et continue d'amasser des troupes. Mais mesdames et messieurs, une chose est certaine, en cas de nouvelle agression militaire, nous réagirons par des sanctions massives et le coût pour la Russie doit être et sera sévère. Mais soyons francs, il y aura également un coût pour nous en Europe. Sur le terrain, les combats ont redoublé d'intensité et les autorités des républiques séparatistes pro-russes du Donbass et de Lugansk poursuivent l'évacuation des femmes et des enfants. La Russie assure avoir accueilli 40 000 personnes. On a eu peur pour notre enfant, on a entendu des bombardements, alors on est parti. Le secrétaire général de l'OTAN estime que la Russie prévoit une attaque complète. Boris Johnson pense que Moscou prépare ce qui pourrait être la plus grande guerre en Europe depuis 1945. Et sur le terrain, des civils ukrainiens suivent des formations accélérées au combat. Jusqu'à avant-hier, j'étais civil. Hier, j'ai signé un contrat avec la défense pour être de réserve pour les 3 années à venir. À Kiev, les croyants prient pour la paix, loin du front où l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement de rompre le cessez-le-feu. Depuis 2014, le conflit en Ukraine a fait plus de 14 000 morts. Sur les rivages de la mer d'Azov, à Mariupol, les habitants se promènent et profitent du soleil comme si de rien n'était. Pourtant, tout près de là, se situe la région de l'est de l'Ukraine contrôlée par les séparatistes pro-russes. Dans ce village qui borde la frontière, des explosions ont été entendues au loin au cours des jours précédents. Que devraient faire nos dirigeants? Ils devraient s'asseoir et discuter comme des humains. C'est si dur que ça? J'ai des parents dans la région aux mains des rebelles. Ma femme a des parents à Lviv. Devrions-nous nous battre? Devrions-nous nous diviser? Ce n'est pas notre guerre, c'est leur guerre et c'est nous qui souffrons. Dans la capitale ukrainienne, Kiev, pas de signe extérieur de panique. Chacun vaque à ses occupations en espérant que la situation ne dégénère pas. L'inquiétude est tout de même palpable, surtout chez ceux qui ont de la famille dans l'est du pays. Nous essayons, dit cette femme, de rester calmes et de ne pas paniquer. Mais nous sommes bien sûr inquiets pour nos familles et nos proches qui sont restés dans notre ville natale, à Kharkiv. Nous espérons que la situation va s'améliorer par rapport à maintenant, qu'elle va devenir plus calme. Je pense, ajoute cet habitant de Kiev, que c'est de la propagande qui est créée artificiellement. Nous sommes pour la paix dans le monde entier. Preuve de la crainte engendrée par la montée des tensions, un stage de survie a été organisé pour les femmes à Kiev. Au cours de ce rassemblement, des instructions leur ont été données pour mieux se protéger en cas de conflit. L'Ukraine a commémoré ce dimanche l'anniversaire de la révolution de Maïdan. Le mouvement de protestation avait éclaté en novembre 2013 après le refus du gouvernement de signer un accord d'association avec l'Europe pour le substituer à un accord avec la Russie. Au moins 105 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations contre le gouvernement pro-russe de Viktor Yanukovych. On doit se souvenir que des gens ont sacrifié leur vie pour l'Ukraine, pour notre futur dans l'Europe. On doit le respecter et le chérir. Dans le monde, rien ne se passe en vain.
Je regrette qu'on n'ait pas encore réussi à accomplir quelque chose. Les décès ont pour l'essentiel été enregistrés entre le 18 et le 20 février 2014, quand les forces de sécurité ont tenté de disperser la foule de la place Maïdan, au centre de Kiev. Face au mécontentement, le président Viktor Yanukovych avait fini par prendre la fuite et se réfugier en Russie. Moscou soutient que le mouvement de Maïdan était un coup d'État fomenté par des puissances occidentales. La Russie a annexé la Crimée immédiatement après la révolution de Maïdan. La reine Elisabeth II positive au Covid-19. Le palais de Buckingham a annoncé la nouvelle en milieu de journée ce dimanche, tout en précisant que la souveraine ne présente que de légers symptômes comparables à ceux d'un rhume. Ces derniers jours, les infections au coronavirus se sont multipliées dans l'entourage de la reine. Celle qui vient de fêter ses 70 ans de règne avait rencontré le 8 février son fils, le prince Charles, 2 jours avant qu'il ne soit lui-même testé positif. 4 jours plus tard, le 14 février, c'était au tour de Camilla, l'épouse de Charles. À 95 ans, l'état de santé de la reine-mère fait l'objet de toutes les attentions depuis qu'elle a passé une nuit à l'hôpital à l'automne pour des examens préliminaires dont la nature n'a depuis jamais été précisée. Dans les jours à venir, selon Buckingham, elle devrait se ménager et mener, je cite, des tâches légères, un ton qui se veut rassurant alors que la souveraine avait récemment repris ses activités publiques. Le 29 mars prochain, une cérémonie est prévue à la mémoire du prince Philippe, son époux décédé l'an dernier. C'est l'aboutissement d'un projet pharaonique. Ce dimanche, l'Éthiopie a mis en marche ce qui va devenir l'un des plus grands barrages au monde. Signe de l'importance qu'il revêt, c'est le Premier ministre Abiy Ahmed lui-même qui est venu inaugurer ce géant capable de produire 5000 mégawatts d'électricité, soit le double de la production actuelle du pays. Le grand barrage de la Renaissance est situé sur le Nil bleu à quelques kilomètres de la frontière soudanaise. Bien qu'officiellement construit pour le bénéfice de tous les pays situés le long du fleuve, l'Égypte et le Soudan, particulièrement dépendants du cours d'eau, s'inquiètent d'une possible diminution du débit en aval. Le barrage est désormais au cœur de tensions dans la région, le Caire faisant valoir son droit historique sur le Nil depuis un traité de 1929. L'Égypte et le Soudan sont désormais placés face au fait accompli. Une nouvelle donne à plusieurs milliards de dollars qui pourrait transformer les équilibres géopolitiques dans la région. Des milliers de Burkinabés se sont rassemblés à Ouagadougou pour exprimer leur soutien à la junte qui a pris le pouvoir le 24 janvier dernier en renversant le président élu, Roch Marc Christian Kaboré. Les manifestants ont brandi des pancartes favorables à une ingérence russe, mais hostiles à la présence militaire française au Sahel. L'art béninois d'hier et d'aujourd'hui, c'est le nom de l'exposition inaugurée par le président Patrice Talon et que le public peut visiter depuis ce dimanche au palais présidentiel de Cotonou. Y sont visibles les 26 œuvres d'art restituées par la France, près de 130 ans après leur vol par les forces coloniales à Abomey, capitale de l'ancien royaume du Dahomey. Un feu d'artifice au-dessus du nid d'oiseau de Pékin pour achever en beauté la quinzaine olympique, marquée par l'absence de public due au Covid-19, les polémiques sur les droits de l'homme et l'affaire de dopage de la patineuse russe Kamila Valieva. Sur le plan purement sportif, la Norvège termine en tête du tableau des médailles avec pas moins de 16 titres, dont 3 pour la seule Therese Johaug. Après le skiathlon et le 15 km, la fondeuse de 33 ans a remporté ce dimanche le 30 km pour sa dernière course olympique. L'Allemagne pointe à la 2e place du classement des nations, grâce surtout à ses performances en bobsleigh, avec 9 médailles d'or sur 10 possibles. Comme en 2018, Francesco Friedrich a signé le doublé, en s'adjugeant le bob à 2 et le bob à 4. En ski alpin, les Allemands ont dû se contenter de l'argent en s'inclinant en finale de l'épreuve par équipe face aux Autrichiens, emmenés par Johannes Strolz, déjà vainqueur du combiné. Les Norvégiens ont dominé les Américains lors de la petite finale, ce qui fait que la superstar Mikaela Shiffrin achève ses Jeux sans la moindre médaille et les États-Unis derrière la Chine. La Suisse termine à la 8e place, la France à la 10e et le Canada à la 11e.